Merci beaucoup, Chérif Diop. Il est le chargé de communication de la Direction générale des impôts et des domaines. Bonsoir, Monsieur Sène, et merci d'être avec nous. Bonsoir, Aram. Vous venez de lancer le programme Yatal. De quoi s'agit-il? Oui, on vient ce matin sous l'égide du ministre des Finances et du Budget, de lancer le programme Yatal. Alors, la dénomination exacte du programme, c'est Yatal Nat Teggi Yokute. Alors, en Wolof, si on devait traduire ça en français, c'est la notion d'élargissement que nous voulons mettre en exergue. Élargissement de la population de contributeurs au Sénégal, parce que nous avons fait un diagnostic, nous avons fait des études qui démontrent que véritablement, il y a un gros travail à faire pour amener beaucoup de Sénégalais à payer les impôts. Et le contenu, de quoi cela sera-t-il? Alors, le contenu, c'est principalement trois choses. D'abord, ce sont des mesures d'adaptation et de simplification de la législation foncière, domaniale et fiscale pour amener les gens véritablement à comprendre de quoi il s'agit, comment on procède avec l'allègement des procédures. Ce sont une démarche de dialogue, de concertation et de communication, de sensibilisation avec tous les acteurs en s'appuyant sur les ressorts sociologiques, culturels, nos guides religieux, pour véritablement socialiser l'impôt, qui est souvent élitiste. Et la troisième chose, ce sont des mesures de digitalisation de l'administration, c'est-à-dire faire en sorte que le contribuable puisse déclarer, payer, suivre toutes ces transactions fiscales en ligne à travers plusieurs plateformes adaptées à leurs besoins spécifiques. Et aujourd'hui, quel est l'enjeu de mobiliser des ressources internes? Alors l'enjeu, il est énorme, mais le principal, c'est de relever le taux de pression fiscale, qui est aujourd'hui peut-être dans l'ordre à la suite du rebasing vers les 15%, ou voilà. Alors que les critères de convergence de l'UEMOA posent quand même, recommandent un taux de 20%. Ça veut dire qu'il y a un gap à faire. Pour relever ce taux de pression fiscale, il faut augmenter les impôts, parce que le taux n'est rien d'autre que les recettes fiscales recouvrées divisé par la richesse nationale. Et pour arriver à augmenter ce taux de pression fiscale, il y a deux possibilités fondamentalement. C'est soit d'augmenter les impôts ou de créer de nouveaux impôts, ou faire en sorte que ceux qui sont dans le champ d'application des impôts mais qui ne s'en acquittent pas commencent à payer. La première option, nous considérons que ce n'est pas une option d'augmenter les impôts ou d'en créer de nouveaux. Ce qui relève par contre de la justice et de l'équité, c'est de faire en sorte que les personnes qui mènent des activités économiques qui leur permettent de produire de la richesse, d'avoir des bénéfices, des revenus, commencent à s'acquitter des impôts. Mais quelles sont ces personnes-là qui doivent s'acquitter des impôts? Alors, notre principale cible, d'abord on va partir de petits chiffres. Le fichier de la DGID aujourd'hui, c'est environ 85 000 contribuables. Les personnes, les salariés, vous et moi, du privé, sont estimés à 300 000. Les salariés du public à environ 145 000, ce qui vous fait un peu plus de 500 000. Mais en vérité, sur les 85 000 contribuables que gère la DGID, donc quand on exclut les salariés qui ne peuvent pas échapper en raison du mécanisme de la retenue à la source, sur ces 85 000, seuls 25 000 sont des dossiers actifs, c'est-à-dire viennent déclarer et payer périodiquement. Et c'est seulement environ 6 000 qui font 80% des recettes de la DGID, ce qui est quand même alarmant. Donc, pour répondre à votre question de savoir c'est qui, ce sont les 85 000 mis en face des 407 000 unités économiques recensées par l'ANSD. Vous voyez le gap 407 000 moins 85 000. Ce sont les 85 000 mis en face des 610 000 NINEA actifs délivrés à ce jour. Et la population active au Sénégal est estimée à 6 millions de personnes physiques. Ce qui veut dire que le gap, il est énorme, le gap des personnes qui s'activent dans le circuit économique, mais qui ne s'acquittent pas des impôts. Et autre chose, l'étude sur le potentiel fiscal
établit que pendant que nous sommes à un taux de pression fiscale d'environ 15%, le potentiel il est de 25%, ce qui fait un différentiel de 10% à aller chercher. Maintenant, pour mieux identifier ces personnes, on peut aussi voir ce que dit l'ANSD. C'est que 42% de notre richesse nationale est dans le milieu informel. Donc fondamentalement, ce sont des acteurs économiques très importants qui ont un poids quand même assez lourd dans l'économie du Sénégal, mais vous savez, vous et moi, qu'il est extrêmement difficile d'appréhender le secteur informel, d'où les mesures de sensibilisation, de dialogue, de promotion du civisme fiscal. Alors, autre chose qui semble être assez important, il y a des gens qui veulent payer, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Comment aujourd'hui vous faites pour effectuer cette collecte et sur quel mécanisme vous vous appuyez? Je vous ai dit que le premier volet du programme Yatal, c'est la simplification et l'adaptation des mesures législatives. Nous l'admettons, la législation fiscale est éminemment technique. Voilà, elle est éminemment technique et elle n'est peut-être pas adaptée puisqu'elle est d'inspiration française à nos réalités sociologiques. Je prends l'exemple de mes amis mécaniciens. Il serait difficile aujourd'hui à un mécanicien, à un tailleur, à un couturier, à un transporteur de s'adapter, même s'il le veut, pour s'acquitter correctement de ses impôts. Parce que c'est plus des collectes, disons des recettes journalières qui sont tout de suite dépensées. Donc il faut imaginer, avec ces personnes, en discutant avec elles, un mécanisme qui permette à ces gens-là d'avoir un dispositif fiscal adapté à leur réalité, à la réalité économique de leur entreprise, de leur activité. Et ça, c'est un gros chantier que nous voulons également faire avec le secteur privé. C'est pourquoi Monsieur le ministre des Finances et du Budget a insisté sur cette question ce matin en disant qu'il faut qu'on dialogue, il faut qu'on soit dans la concertation. Quand nous, les travailleurs, nous cherchons la queue du diable pour la tirer, nous ne sommes pas épargnés par la DGID, nous sommes tenus de payer l'impôt sur le revenu. Et quand on entend le ministre Abdoulaye Daouda Diallo dire que les exonérations fiscales ont fait l'objet d'un détournement de 35%, c'est quand même ahurissant. Vous avez posé des questions, je crois qu'il faut les distinguer. D'abord, les salariés. L'impôt a une forte dose de solidarité en vérité. Parce que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais quelqu'un qui a un revenu inférieur à 630 000, il est tenu de l'obligation de déclarer, mais il ne paye rien. La loi considère que cette personne, elle est dans un niveau tellement faible qu'il faut l'épargner de l'impôt. Et après, à partir de 630 000, c'est-à-dire le surplus, c'est sur le surplus qu'on impose. C'est le surplus qu'on impose. Mais même dans cette imposition, c'est une imposition progressive. C'est-à-dire plus votre revenu progresse, plus le taux d'imposition évolue. Et ça, c'est pour tenir compte de la capacité contributive des uns et des autres. Donc, l'impôt a quand même cette faculté, cette portée de solidarité et de soutien des couches les plus vulnérables. Maintenant, l'autre chose, sur les exonérations, effectivement, Monsieur le ministre des Finances et du Budget l'a dit ce matin, mais il s'agit plus, en vérité, d'un besoin de rationalisation que d'une remise en cause des exonérations. Parce que 70% des exonérations profitent aux ménages, à vous et moi. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, la portée solidaire de l'impôt est extrêmement importante. Quand sur votre première tranche de facture d'électricité, on ne met pas de TVA, c'est parce qu'on considère que quand vous êtes à ce niveau de consommation, vous êtes une couche vulnérable. On peut débattre après sur les modalités de revoir certaines choses. Quand il n'y a pas de TVA sur les produits pharmaceutiques, c'est parce qu'on considère que c'est quelque chose qui doit être accessible. Il en est ainsi du riz qui est un denrée de première nécessité. Donc, nous sommes tout à fait ouverts pour une réflexion globale sur le système fiscal, pour le rendre beaucoup plus adapté. Mais en soi, le dispositif fiscal qu'on a prend déjà en charge ce besoin de solidarité, ce besoin également de sa fonction budgétaire. Le taux d'imposition pose quelquefois problème puisque beaucoup s'en plaignent. Il est élevé d'une personne à une autre ou d'une entité à une autre. Comment faire aujourd'hui pour que tous puissent être au même pied d'égalité? Je ne suis pas d'accord avec vous, madame. C'est-à-dire que deux personnes qui sont dans la même situation
font l'objet de la même imposition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. De ce point de vue, franchement, je ne comprends pas trop. Il est de telle sorte que c'est la loi qui impose. L'impôt est du domaine de la loi. Et de ce point de vue, l'application ne saurait différencier. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, l'État peut souverainement considérer qu'il y a des secteurs à soutenir, considérer que, par exemple, en Casamance, pour booster l'économie, il faut une exonération pendant 10 ans de tous les impôts et taxes sur les activités en Casamance. Ça, c'est une mesure forte, c'est une mesure politique qui vise à promouvoir, à permettre à cette région du Sénégal de se relever de la crise qu'elle a connue. Mais fondamentalement, deux personnes qui sont dans la même situation sont imposées de la même manière. Nous, salariés, on a comme l'impression que nous travaillons pour les impôts. Quand on reçoit notre bulletin de paie, on se dit toujours que l'impôt sur le revenu est trop élevé. Qu'est-ce qu'il explique? Oui, je n'irai pas jusqu'à contester cela parce que, voilà, moi-même, je subis la même imposition que vous. Mais l'idée du Yatal, c'est justement de dire, vous ne pouvez pas échapper. Moi, je ne peux pas échapper. Par contre, mon oncle commerçant qui a une boutique, quand j'ai des problèmes le 15 du mois, je vais chez lui, il me donne un sac de riz. Mais lui, on ne peut pas l'appréhender par le mécanisme de la retenue à la source. Il faut que lui, qu'il fasse la démarche d'aller déclarer et payer. Si lui, il s'abstient de déclarer, alors que c'est lui qui me sort du pétrin quand je suis dans des difficultés au milieu du mois. Le Yatal, c'est justement de dire, faisons en sorte que toutes ces personnes qui sont dans le milieu, dans les conditions de devoir payer, commencent à payer. Et in fine, ça pourrait se traduire par une baisse de la charge individuelle que les contributeurs actuels supportent. Mais sinon, les besoins de financement de l'État, ils sont là. Le PSE2, il est estimé à 14 000 milliards. Donc 4 000 milliards sont attendus des recettes internes. Les 4 000 milliards, ils sont là. Mais si c'est 100 personnes qui doivent supporter les contributions nécessaires pour réunir ces 4 000 milliards, naturellement, c'est dur pour ces personnes-là. Par contre, si on arrive à augmenter la population de contributeurs pour la faire passer de 85 000 à 500 000, la charge que chaque individu supporte peut être plus faible que celle que ceux qui payent actuellement sont en train de supporter. Et c'est ça l'exercice du programme Yatal. Oui, bien sûr. Oui, je voulais dire que beaucoup d'entreprises ont mis la clé sous le paillasson à cause des redressements fiscaux. Est-ce qu'aujourd'hui, la DGID n'a pas les moyens pour contraindre les délinquants fiscaux, entre parenthèses, à venir payer? Pourquoi attendre des années après pour lui apporter un redressement fiscal qui va tout juste amener l'entreprise à mettre la clé? Je ne sais pas s'il y a des études qui démontrent que les entreprises mettent la clé sous le paillasson à cause des impôts. En tout des cas, redressements fiscaux. Des redressements fiscaux. En tout cas, le critère fiscal vient en 6e ou 7e position dans les critères qui amènent un investisseur à s'établir dans un pays. Ça, ce sont des études. Par contre, comme vous dites, nous sommes ouverts au dialogue, à revoir le système fiscal. Par contre, ce qui explique que nous, DGID, qu'on soit appelés à faire des rappels de droit au bout de plusieurs années, c'est que le système, il est déclaratif. Pour vous, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez d'autre activité que celle pour laquelle vous avez un salaire, la retenue est libératoire. Votre salaire a fait l'objet d'une retenue à la source, vous en avez fini. Par contre, comme j'ai dit pour mon oncle commerçant, lui, il doit venir déclarer et payer. Et s'il ne le sait pas? C'est ça, le Yatal aussi, de faire en sorte que personne ne puisse plus se réfugier sous le prétexte de « je ne savais pas ». Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénégal, les ressources publiques, les services publics, les biens publics ne peuvent être financés par rien d'autre que par l'impôt. Même l'emprunt, si vous voulez prendre aujourd'hui un prêt bancaire, mais vous ne pouvez pas lever le montant que vous voulez. Tout est le montant du prêt que vous pouvez prendre est indexé, si vous le permettez, au montant de votre salaire. Donc si l'État ne peut collecter que 3 000 milliards par an, il ne peut pas lever des prêts de 50 000 milliards. Ce qui revient à dire qu'en fait, tout revient
aux ressources internes, tout revient à l'impôt pour le financement des biens et services publics qui nous profitent quotidiennement, nous tous, citoyens, contributeurs ou non contributeurs. Et le Yatal, c'est justement ça, qu'on élargisse la population des contributeurs pour véritablement renforcer le profit qu'on en tire en termes de qualité de biens et services publics. Alors, ce qui me revient en tête, c'est la sortie qu'avait effectuée l'UNACOIS par rapport à une hausse dont elle parlait, qui quitte 3% pour aller à 12%. Ce qui avait été mis en exergue par la DGID, c'est qu'il s'agissait de faire en sorte que ceux qui ne payent pas ou qui ne s'acquittent pas de leurs obligations fiscales puissent le faire. Mais est-ce que faire en sorte que cette obligation fiscale soit payée veut dire forcément qu'il y ait augmentation sur ces personnes-là? Justement, vous êtes en train de parler de l'impôt, du prélèvement de conformité fiscale. Ce prélèvement ne vise pas les gens qui payent les impôts. D'abord, il s'agit d'une loi qui doit faire l'objet d'un arrêté d'application. Et pour cet arrêté, monsieur le directeur général a reçu le secteur privé, dont l'UNACOIS, et leur a demandé de formuler leurs recommandations en vue de l'élaboration de cet arrêté. Mais le taux de le prélèvement de conformité fiscale, il vise à appréhender les gens qui importent des biens de service destinés à la revente et qui ne sont pas dans le fichier des 85 000 contribuables. Vous convenez avec moi que moi je suis commerçant de, je ne sais pas, je revends des téléviseurs. J'importe des téléviseurs, je paye les droits et après, à la fin de chaque année, je vais payer mes impôts à la DGID. Quelqu'un d'autre importe, revend et n'est pas connu de la DGID. Déjà, il y a une rupture de loyauté de la concurrence. Il y a concurrence déloyale, si vous permettez. Donc, le taux de prélèvement fiscal, c'est simplement de dire, quand vous importez, si vous êtes déjà dans le fichier de la DGID, on ne vous demande pas les 12%. Vous passez, à la fin de l'année, vous faites votre déclaration, vous allez payer. Par contre, si vous n'êtes pas connu dans le fichier de la DGID, on vous prend 12% et cela devrait vous inciter à aller vous immatriculer à la DGID. Mais donc, il y a effectivement ce besoin de rétablissement de l'équité entre les acteurs économiques. Mais il y a également derrière une incitation à se régulariser et à se conformer. Est-ce qu'avec Yatal, on peut s'attendre à une baisse de l'impôt sur le revenu, si Yatal porte ses fruits, bien sûr? Ben, si Yatal porte ses fruits, ce n'est pas exclu, c'est tout à fait envisageable. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour faciliter le paiement de la fiscalité pour les grandes entreprises ou en tout cas les personnes qui aujourd'hui n'ont pas cette possibilité-là de pouvoir tout le temps se déplacer et aller au niveau de la direction? Qu'est-ce qui est fait pour faciliter cette transaction sans pour autant que la personne puisse aujourd'hui se déplacer? Déjà aujourd'hui, toutes les grandes entreprises, toutes les entreprises qui sont au niveau de la direction des grandes entreprises de la DGID et une partie des entreprises qui sont à la direction des moyennes entreprises sont obligatoirement tenues de télédéclarer et de télépayer leurs impôts et taxes. Donc ces gens ne viennent plus. Il y a une plateforme aujourd'hui qui leur permet de télédéclarer et de télépayer leurs impôts. Nous avons deux autres solutions, dont l'une est d'ailleurs en marche, Mon Espace Perso, qui permet à ceux qui y souscrivent d'avoir en ligne le contenu de leur dossier fiscal. Est-ce qu'ils peuvent manipuler cette plateforme? Bien sûr. C'est la plateforme Mon Espace Perso, mais qui n'est pas encore arrivée à maturité parce qu'elle devrait également permettre, elle vise cette plateforme-là, elle concerne plus les particuliers et les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions. Mais il y a encore des travaux, des développements qui sont en cours, qui devraient permettre in fine à toutes les personnes qui seront dans cette plateforme également de télédéclarer et de télépayer. Et il y a une troisième plateforme qui est déjà également en cours de développement, MTax, qui cette fois-ci est une application mobile qui ne nécessite même pas de connexion Internet, qui permettra là aussi de faire des télédéclarations par serveur vocal et de payer avec les Ce qui veut dire que le processus de dématérialisation des procédures est en bonne voie. C'est un volet fondamental du programme Yatal parce que nous considérons que DGID, notre obligation, la charge à laquelle nous nous astreignons, c'est fondamentalement deux choses.
améliorer la qualité de service à travers justement les télédéclarations et mettre à la disposition des entreprises pour leur permettre d'accéder au financement, mettre à la disposition de ces entreprises le foncier. Quelle est la garantie qui est donnée à la personne qui investit et qui effectue ces transactions? On parle de cybercriminalité, on parle de beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, une personne peut utiliser cela et se faire arnaquer demain. Est-ce qu'il y a des garde-fous qui ont été mis en place pour sécuriser les avoirs des gens qui investissent? En tout cas, tous les garde-fous, suivant les standards internationaux, aujourd'hui, on ne lésine pas sur les moyens. Le directeur général insiste très souvent sur cette question pour qu'on assure le maximum de sécurité. Et sur ces questions, la DGID ne fonctionne pas en vase clos. Pour la plateforme e-tax qui concerne les grandes entreprises, nous avons beaucoup travaillé avec les banques parce que le télépaiement, justement, transite par ces banques. Ce sont des prélèvements qui sont des ordres de paiement qui sont envoyés aux banques qui les exécutent. Et ce sont des systèmes d'information qui dialoguent. Et donc, si vous avez confiance dans votre banque par rapport à son système informatique, vous devez légitimement pouvoir avoir confiance. Il y a également un autre secteur e-tax qui brasse des millions de francs CFA, c'est le secteur de la lutte, et que les lutteurs ne sont pas soumis à des obligations fiscales. Est-ce qu'ils sont concernés par Yatal? Si, les lutteurs sont tout à fait concernés par les obligations fiscales. L'impôt sur le revenu frappe de manière indifférenciée tout ce qui gagne des revenus, sauf si ces personnes sont explicitement font l'objet d'une exonération sur le Code général des impôts. Donc quelqu'un qui gagne un revenu, quelle que soit l'activité, doit déclarer et payer ses impôts. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire que les lutteurs ne payent pas, parce que ce serait peut-être même leur manquer de respect. Vous pouvez dire qu'il y en a peut-être qui ne payent pas, je n'en sais rien. J'ai jamais vu personnellement un dossier fiscal d'un lutteur, et même si je l'avais vu, le secret professionnel qui couvre son dossier fait que je n'en parlerai pas. Oui, Binta. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impôt sur le revenu. J'ai vu que tu t'es arrêté sur la question pendant un bon bout de temps et je pense qu'il a compris. Et qu'il nous a promis une baisse prochainement, on n'a qu'à croiser les bras. Dernier point, c'est sur les lenteurs notées dans les procédures foncières. Est-ce qu'à ce niveau également, il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour faciliter cet aspect? Je disais que c'est la deuxième chose à laquelle s'astreint la DGID dans le cadre de ce programme Yatal, parce que nous considérons que le foncier est un excellent levier de promotion de la croissance de l'investissement. Une entreprise qui a accès à un foncier, au foncier, peut mettre ce foncier en crédit hypothécaire pour accéder au financement et renforcer son investissement. Nous l'admettons, il y a énormément de problèmes au niveau de la qualité de service en matière foncière, et c'est justement pour y remédier que dans le volet digitalisation, il y a un système de gestion du foncier qui est également en développement par un consortium de 3 entreprises qui ont gagné le marché et qui devrait permettre là aussi fondamentalement de révolutionner la gestion foncière. Et la loi autorisant la cession gratuite des terrains domaniaux à usage d'habitation également fera l'objet d'un suivi particulier pour une opérationnalisation massive. Le programme sera déroulé pendant combien de temps? Est-ce que vous fixez une échéance par rapport à l'atteinte de vos objectifs? Vous parlez de 4 000 et quelques milliards. Est-ce qu'il y a une date que vous vous êtes fixée? Alors, le programme, j'aurais dû le préciser dès le début, il est en fait une déclinaison de la stratégie de mobilisation des recettes qui est élaborée sous l'égide du ministre des Finances. À moyen terme. Voilà, oui. Donc, il va jusqu'en 2023, c'est un programme de 4 ans. C'est un programme de 4 ans donc, qui vise à accompagner la phase 2 du PSE. Mais naturellement, au bout de 4 ans, on n'arrêtera pas de payer des impôts. C'est de mettre les jalons, de mettre les bases pour véritablement instaurer une bonne culture fiscale au Sénégal, une bonne connaissance de la fiscalité et des règles et procédures adaptées à notre réalité. Mais au Sénégal, justement, ce n'est pas difficile de créer son entreprise, c'est une question d'heure ou de jour. Mais est-ce que les impôts, le fisc ne fait pas peur aux entrepreneurs, ceux qui veulent entreprendre? C'est possible. C'est pas trop cher pour... C'est possible, et maintenant que nous leur ouvrons nos portes à travers le programme Yatal, nous sommes tout à fait, maintenant que nous voulons être à leur écoute
pour véritablement voir qu'est-ce qui les dérange dans le système, quelles sont les lourdeurs auxquelles elles sont confrontées, ces entreprises-là. Je crois que si c'est le cas, si votre vision des choses est exacte, c'est le cas de corriger tout cela. Elle parle pour son entreprise. Merci beaucoup, Binta Diallo. Et merci également à vous, Monsieur Alain Paul Sène, le chargé de communication de la DGID. On se donne rendez-vous demain pour cette même émission à la même heure et passer